Eh bien, nous sommes ici au stand des Charolais et des Charolaises. C'est qu'au sein de l'Union européenne, il y a quand même des pays qui sont un peu plus gérés de façon un peu plus raisonnable que la France, et en tout cas plus démocratique. Ce sont les pays du Nord. Oui. Que les eurosceptiques, que les européistes, appellent les five frugals, les 5 frugaux. Vous avez vu ça? L'Allemagne, numéro 1 en termes de contribution nette devant la France est numéro 2. L'Allemagne, l'Autriche, les Pays-Bas, la Suède et le Danemark, qui sont tous les pays contributeurs nets, sauf la France, ont décidé pas un sou de plus. Oui. Il n'y a que la France de Macron qui dit non, il faut augmenter. Mais le problème de tout ça, vous le savez, c'est que tous les regards se tournent évidemment vers la PAC. Puisque la PAC, ça fait partie de ces espèces de... 375 milliards, voilà. 380, tout à fait. Donc comment vous voyez les choses? Sans compter, alors tout le reste, sans compter, on n'a pas parlé... Le budget total, c'est une chose, mais combien à l'agricole, combien au rural? Parce qu'on a un glissement de l'agricole vers le rural. Le rural, c'est la réflexion des clochers d'église, c'est du rural, pas du tout agricole. Et là? Comment vous voyez les choses? Sans compter qu'il y a pas... Écoutez, de toute façon, en milieu autorisé, il est déjà moins de 10 depuis un an. Donc je ne vois pas comment on va rattraper ça. L'Allemagne, on aurait dû profiter du fait que Merkel s'en va. Il y avait peut-être se rapprocher autrement. Et là, donc pour l'instant, on avait entendu que c'est non, chacun y va de son côté. Donc, plus exactement, la France fait cadeau, pas quelqu'un d'autre, ça pense nucléaire. Les nouveaux chiffres, je ne sais pas ce qu'ils sont, parce qu'il y a quelques années, on entend dire que quand on prend l'argent dans la poche des contribuables destiné aux aides agricoles, sur 5 euros pris aux contribuables, il n'y a que 1 euro qui arrive dans la poche des agriculteurs. Tout le reste, c'est l'administratif. Alors, je ne sais pas si le rapport est encore le même. Moi, je gardais le souvenir que c'était 60%. Il y a quoi, une dizaine d'années? Je croyais que c'était 60% des dépenses de l'Union européenne, mais ça ne compte peut-être pas, en effet, les frais de structure. Celles qui sont destinées à l'agriculture. Ah oui. Sur 5 euros qu'on prend destinés, il n'y en a que 1 euro dans la poche. À un moment donné, ce que je disais, c'est que pour le consommateur européen, le budget agricole, c'est 9 euros par mois. On mettait 100 euros en tout, c'est-à-dire que c'est l'impôt qui est pris là-dessus, à 100 euros, à 9 euros par mois, il est sûr d'avoir une alimentation saine, loyale, et avec des prix rémunérateurs, mais ça a sauté, ça c'était nous. Mais saine et loyale, c'est toujours ça, parce qu'on a la meilleure alimentation du monde pour l'instant. Monsieur le secrétaire général, on est quand même face à une équation surdéterminée. Le départ des Britanniques, 84 milliards d'euros, il manque. Madame von der Leyen, elle décide d'augmenter de façon colossale le budget en voulant créer la lutte contre le réchauffement climatique, 110 milliards d'euros en plus pour faire des éoliennes un peu partout. Ecoscheme et compagnie. Voilà. Donc beaucoup plus d'argent pour le budget. Troisièmement, l'Albanie, la Macédoine du Nord qui vont entrer. Vous savez que Macron s'y est opposé, les Américains ont tapé du poing sur la table, Macron s'y oppose plus. Il y a 6 États qui vont entrer dans l'Union européenne. Et ils y viennent pas pour, ils y viennent pour avoir l'argent. Il y a des dates de prévues pour ça? C'est ça. Écoutez, la Commission a dit que c'était une priorité absolue. L'expérience a montré qu'il fallait... Ceux qui étaient les premiers à vouloir rentrer, c'était la Turquie à un moment donné. Oui, mais la Turquie c'est un cas un petit peu particulier pour des raisons géopolitiques, parce que c'est les États-Unis qui sont derrière. En tout cas, le discours de Bush en 2001 à l'université de Varsovie sur les pays de l'Est, ils sont entrés en 2005, 4 ans après. Donc il n'est pas exclu que l'Albanie, la Macédoine du Nord, entrent dans 4 ans. Et la Bosnie-Herzégovine et le Kosovo, etc. Il y en a 6. Ils viennent là pour siphonner du pognon. C'est pas pour en apporter. Ils vont donner ça, ils recevront ça. Ça fait le 3e point. 4e point, vous avez vu qu'il y a les 6 principaux pays contributeurs de l'Union européenne. Allemagne, France, Pays-Bas, Suède, Autriche, Danemark. Sur les 6, il y en a 5 que les européistes appellent les five frugals, qui ne veulent plus mettre un iota de plus. Il n'y a que la France qui dit oui, on va dépenser plus. Donc vous avez budget sans augmentation, augmentation des dépenses et baisse des recettes. Ça veut dire que tout le monde se tourne vers quoi? La politique agricole commune. C'est-à-dire qu'on est parti dans le fait que la France, elle est en train de partir dans un truc où elle va dépenser beaucoup plus pour recevoir encore moins. Mais donc, revenir au grand sujet du moment,
le cadrage budgétaire 2021-2027, que la France soit amenée à dépenser beaucoup plus d'argent pour recevoir beaucoup moins, et notamment à s'attaquer à la PAC. Vous en pensez quoi? Je pense que le combat n'est pas fini. Le combat, il est lié à une chose. Si je peux faire un peine de politique fiction. Angela, elle a besoin de consommateurs. Et notamment de consommateurs pour acheter ses BM, ses Porsche, et puis... Dont une partie est fabriquée au Royaume-Uni, sous forme de pièces détachées, donc ils ne peuvent pas sanctionner le Royaume-Uni. Mais il n'y a pas que le Royaume-Uni. Non, je dis ça parce que ceux qui rêvent de sanctionner... Il y a l'Amérique latine. Et l'Amérique latine, c'est le Mercosur. Et par rapport à ça, elle est dans une logique attentiste. Elle remettra un peu au paquet si elle a des ouvertures. Moi, je l'ai dit à un certain moment, j'ai dit, mais c'est clair comme du... c'est clair comme de l'eau gauche pour moi. C'est que l'Allemagne attend paisiblement les choses pour pouvoir se positionner en disant on vole au secours de la politique agricole, mais on nous ouvre des marchés pour notre industrie. Comme ça depuis 50 ans. Alors, ils ne vont pas changer un truc qui gagne. Et là, pour la France, vous considérez que l'Europe, ça nous fait gagner? Moi, pour la France, je considère que l'Europe doit nous aider dans la modernisation d'un certain nombre de choses, que les paysans doivent se prendre en main sur des constructions de filières et des stratégies gagnant-gagnant, où on est le pays du luxe et on a des intérêts à développer une agriculture de haute qualité. Et sur les aspects de la PAC, ce qu'on mettra dans des plans régionaux qui auront du sens sur la modernisation et l'évolution des pratiques agricoles, ça sera tout bénéfique par rapport à l'agribashing, par rapport à toutes ces choses-là. Voilà. Après l'agribashing, moi je le dis, il ne faut pas non plus qu'on l'entretienne. Et il ne faut pas que le monde politique, qu'il soit de gauche, de droite, d'extrême gauche ou du centre, saute dedans, parce qu'il y a X voix qu'à l'échelle des écolos qui pourraient se partager. Voilà. Et puis là, ce que je pense profondément, c'est que l'affaire du Brexit c'est décisif du point de vue de l'histoire. Parce que la construction européenne, elle était fondée comme la construction du socialisme sur l'idée que il y avait une espèce de flèche du temps, qu'on ne pouvait plus jamais revenir en arrière. C'était la théorie marxiste-léniniste pour la construction du socialisme. Dans les traités européens, il y a marqué une union sans cesse plus étroite. Et ce que viennent de faire les Britanniques, c'est ce qu'ont fait les Hongrois quand ils ont coupé le mur, le rideau de fer en avril 1989 entre la Hongrie et l'Autriche. Ils viennent de montrer qu'on peut faire machine arrière. Et moi, je vois sur le terrain beaucoup de gens maintenant qui s'intéressent à ce qui se passe au Royaume-Uni. Ça fait quand même maintenant 4 ans qu'on promet l'apocalypse, et l'apocalypse, elle n'est pas là. Et donc non seulement l'apocalypse n'est pas là, mais mieux encore, Boris Johnson est en train de redonner à tout un peuple sa fierté, son sens de la liberté, son enthousiasme. On ne redressera jamais, l'expérience historique a montré, on ne redresse jamais un pays comme un individu en l'humiliant et en lui disant tout le temps qu'il a tort et qu'il est... Voilà. Si un jour vous êtes trop jeune pour avoir des enfants, je suppose, mais si un jour vous avez des enfants, vous ne pouvez pas dire à vos enfants tous les jours qu'ils sont nuls. Tous les jours, tout ce qu'ils font doit être revu, etc. Et bien, le peuple français, c'est comme un enfant, il a ses spécificités, il a 1500 ans d'histoire. On ne peut pas dire que tout ce qu'il a fait dans tous les domaines est à revoir, est à jeter au chien. C'est pas possible. On ne peut pas redresser un peuple sur l'autodétestation. Et ça, fondamentalement, la construction européenne, elle est fondée là-dessus. Depuis le Brexit, les choses changent en ce moment. Il y a de plus en plus de gens, même là, je le vois, des gens, des agriculteurs. Je suis là depuis 10 ans, 12 ans. Au début, personne ne me connaissait. Quand j'ai été candidat à l'élection présidentielle, d'ailleurs, j'ai eu les 500 parrainages grâce au référendum sur le Brexit, parce qu'avant les maires ne savaient pas du tout. Et vous venez au salon tous les ans? Tous les ans. Et depuis, on commençait à intéresser un petit peu, etc. Mais pour les européennes l'année dernière, beaucoup de gens qui disaient sur le terrain,
Oui, bon, ce que vous dites sur l'Europe, il y a des choses qui sont bien, mais de toute façon, on ne peut pas sortir. Regardez les Britanniques, au bout de 3 ans, ils ne sont toujours pas sortis. Et là, Voilà. Mais par ailleurs, moi, lorsque j'ai vu sur le terrain en général et ici en particulier, une petite musique nouvelle quand même, ça reste minoritaire. Les Français maintenant qui viennent bien, qui regardent beaucoup ce qui se passe au Royaume-Uni. On leur a promis l'apocalypse depuis 3 ans, ils constatent qu'il n'y a pas d'apocalypse, ils entendent, Boris Johnson il augmente de 6,2% le SMIC, il met 35 milliards d'euros sur les hôpitaux, il rafle 12 milliards d'euros qui versent en moins à l'Union européenne, c'est nous qui allons payer. Les gens ils sont pas cons. Hein. Oui, oui. Pour le monde agricole, le monde agricole qui a voté fortement le Brexit en Angleterre, aujourd'hui est plus tout à fait dans la même vision des choses. Et ça commence à générer des inquiétudes. Parce que la fin de la PAC, ok, mais qu'est-ce qu'ils mettent, qu'est-ce qu'ils ont à la Vous place? avez vu ce qu'il a dit? Boris Johnson a dit qu'il verserait des subventions directement au lieu qu'elles transitent par Bruxelles. Nous, dans le programme que moi j'avais présenté, quand on sort de l'UE, nous on verse directement. D'ailleurs, il n'y a pas les 2-3 ans, il n'y a pas les 2-3 ans de décalage pour raison de cadastre et CSA, parce que les subventions aux agriculteurs dites européennes sont payées avec 2-3 ans de retard. C'est vrai ou c'est pas vrai? Si, c'est vrai. Et en plus, Boris Johnson a dit maintenant on va favoriser l'agriculture familiale, l'agriculture de terroir, l'agriculture bio. C'est exactement ce que voudraient les Français. Ça qu'a décidé Boris Johnson pour les agriculteurs, vous avez vu? Non, j'ai pas vu ça. Versement des aides directement aux agriculteurs. Évidemment, parce qu'ils ne vont pas Mais transiger. il a plus la cour en transition, oui, tout à fait. Ce que nous, on propose. Nous, on sort de l'Union européenne, on verse directement. Ce qui, au passage, fait des versements beaucoup plus rapides, puisqu'il y a eu des délais invraisemblables, je ne sais pas où on en est, mais à cause de l'affaire des cadastres, la réforme des cadastres. 3 ans. Ça a été soldé 3 ans après. C'est un scandale. Donc, versement direct. Deuxièmement, il veut favoriser les petites exploitations, l'agriculture bio, les terroirs. C'est-à-dire ce que demande en fait le consommateur britannique comme le consommateur français. Oui, ça, c'est ce qui n'est pas possible dans le cadre de l'Union européenne, puisque nous, vous connaissez des articles qui nous imposent une agriculture hyper productiviste. Pour le reste, alors ça concerne l'agriculture, mais pour le reste, vous avez vu, augmentation de 6,2% du SMIC. Oui. Le SMIC vient de passer au-dessus du SMIC français. Nous, on est complètement coincés. Il a décidé de commencer à revenir, de supprimer des sanctions contre la Russie qui étaient imposées par l'UE. Des sanctions contre la Russie qui nous font du mal et qui font du mal à l'agriculture d'ailleurs. Oui. D'ailleurs, les producteurs de porc, ils ont vu arriver maintenant la viande de porc de Pologne, alors qu'avant, elle allait vers la Russie. Oui. Le marché au cadran, là, je ne sais plus où. Nos aventures ukrainiennes nous coûtent cher. Quoi. Et puis Poutine, lui, il a poussé son agriculture et maintenant il envoie. Et puis il fait du blé. Il a envoyé il y a 3 ans du blé à Barcelone par bateau, en faisant le tour, à 70 € tonnes. Il n'y en a pas un qui est capable en France, même les plus excités de chez nous, à faire ce prix-là. Et du bon, mais pas. Boris Johnson, il décide aussi de renationaliser une compagnie de chemin de fer qui avait été privatisée par Margaret Thatcher, alors que nous, on fait l'inverse. Nous, on est sous contrainte européenne, donc on est en train de démanteler l'EDF, la SNCF, etc. Boris Johnson a lancé des grands programmes, il va créer 10 ports francs. Il a lancé, alors je ne suis pas l'ambassadeur du Royaume-Uni, d'ailleurs, au passage, l'ambassadeur du Royaume-Uni en France, c'est l'ancien directeur du cabinet de David Cameron. On l'a invité 3-4 fois, jamais. En fait, il combat son propre gouvernement. Enfin, c'est des histoires de dingue, hein, parce que le clivage politique qui est en train d'apparaître avec cette affaire, celui que j'ai toujours dit, et on en avait déjà parlé à ce stand-là, et l'affaire du Brexit est en train vraiment de changer la donne. Je vous assure, sur le terrain, c'est très très intéressant de voir. Ça va montrer à tout le monde si c'est faisable ou pas. Et si c'est faisable, ça fout le bordel. Voilà. Il y a un verrou mental qui est en train de sauter. Ça ouvre une fenêtre de tir. Et nous, on avait proposé dans le programme aux agriculteurs de garantir un revenu minimal pour les agriculteurs, protéger l'agriculture française. Vous avez vu ce qui se passe au Royaume-Uni? Depuis 3 semaines, on sent qu'il y a quand même un peu de flottement quand même. Du flottement? Oui. Vous appelez ça du flottement? Moi, je m'attendais, on nous avait promis depuis 4 ans ou 5 ans l'apocalypse, toutes les 10 minutes. Il n'y a pas eu d'apocalypse. Boris Johnson a décidé d'augmenter le SMIC de 6,2%, ce qui va relancer la consommation. Il a décidé de mettre 35 milliards d'euros par an de plus sur les hôpitaux publics, ce qui permet de résoudre le problème des hôpitaux publics. En France, on en aurait bien besoin. Il était loin de notre niveau en termes de standards de santé, quand même. Oui, enfin, vous avez vu, vous êtes allé dans les services d'urgence ensemble en France? Ils étaient très loin de nous sur ces domaines-là. Hein. Moi, il y a quantité de citoyens britanniques qui venaient chez nous pour avoir
la qualité et la gratuité des soins. Hein. Bah, les soins sont gratuits quand même au Royaume-Uni et l'espérance de vie n'est pas si mauvaise. Hein. Boris Johnson a décidé, pour les subventions agricoles, comme il ne passe plus par l'Europe, de les verser directement aux agriculteurs, au même niveau qu'avant. Mais en plus de ça, de favoriser l'agriculture bio, l'agriculture traditionnelle, l'agriculture des terroirs, ce que les consommateurs britanniques plébiscitent au Royaume-Uni comme en France. Boris Johnson a décidé de revenir sur les sanctions contre la Russie. Tout ça s'est imposé par l'UE. Boris Johnson a essayé de créer 10 ports francs. Il a essayé de créer un pont monumental entre l'Écosse et l'Irlande du Nord. Il a essayé de lancer un grand projet de construction de TGV. C'est un pays qui redémarre dans tous les sens. Il vient de lancer un plan de 236 millions de livres sterling contre les sans-abri. C'est un pays qui redémarre dans tous les sens. Moi, je vais vous dire, vous me connaissez, depuis quelques semaines, je vous assure que sur le terrain, les Français, ils écoutent, ils regardent ce qui se passe. Je ne dis pas qu'ils sont tous encore, mais ils regardent ce qui se passe. On leur avait promis l'apocalypse. Ils se sont dit, tiens, l'apocalypse n'a pas eu lieu. C'est vrai. Ah ben, je dis non, il n'y a pas de bombe atomique qui est tombée. Mais c'était comme ça que c'était prévu. Le FMI nous avait expliqué, vous vous rappelez, ils avaient dit que dans les jours suivant le vrai vote du référendum, il y aurait des dizaines de milliers de gens de la City qui traverseraient le Channel et même Macron avait dit on leur dressera le tapis rouge. Il n'y a pas eu une personne qui est partie. Les investissements se portent très bien au Royaume-Uni. Et puis quand vous avez Macron qui dit ce qui est à craindre, c'est que le Brexit ne se passe pas si mal. Quand vous avez Sarkozy qui dit qu'il faut saigner les Britanniques, ça veut dire qu'ils sont pleins de rage parce qu'ils sont en train de comprendre ce qui est en train de se passer. Oui, mais... Et quand ils disent qu'on va les faire payer les Britanniques, on va les faire payer comment ? C'est notre premier excédent commercial mondial, 12 milliards d'euros. Donc si on commence à les faire payer, vous avez vu ce qu'a Boris Johnson a dit, on augmente les taxes sur le champagne et compagnie, ils vont se faire servir en Nouvelle-Zélande. Il va faire la politique de Trump par rapport à ça. Et si aujourd'hui Boris Johnson redéveloppe des choses en direction de la Russie, c'est pas tout à fait par hasard. C'est que le grenier alimentaire du monde est en train de se repositionner en Russie. Comme l'hémisphère sud souffre beaucoup des aspects de réchauffement climatique, il va chercher à se repositionner autrement. Moi, c'est pas ma tasse de thé, en parlant des Britanniques, c'est pas ma tasse de thé de penser qu'on sera mieux demain en coupant le cordon et les liens avec les autres pays d'Europe. Oui, mais moi je croyais quand même que les paysans, c'était quand même d'abord des gens pragmatiques et de bon sens. Quand vous avez un truc qui, à l'évidence, ne marche pas, et non seulement ne marche pas, il est en train d'entraîner l'ensemble de la paysannerie à la destruction quand même. L'agriculture française est en train de partir dans la destruction. Maintenant, on regarde un peu ce qui se passe au Royaume-Uni, parce que pour le monde agricole, ça a quand même quelques conséquences. D'abord sur la pêche déjà. Non, moi je suis Normandie, producteur de fromage et de produits laitiers. Ça a un impact pour nous significatif où ça peut... alors à court terme, pas trop, puisque là on est reparti pour un an de négociations. Il y a un cadrage dans les négociations qui font qu'ils ne vont pas changer de réglementation le lendemain de la fin des négociations. Mais le risque, c'est une dérive à moyen terme, avec petit à petit un changement de règles hygiène, etc. et l'établissement au fil du temps de barrières douanières non tarifaires. Le risque, il est là. Dans le cadre de l'OMC, quand même. Oui. Enfin, sur les fromages, dans le cadre de l'OMC, on peut faire pas mal de choses. On a quand même vu et la France, régulièrement des barrières se placer. Contrairement à ce que l'on pense, la France n'est pas en si bonne position puisqu'on a un excédent commercial géant. C'est notre premier excédent commercial. Non, mais pour le coup, je sais que le monde agricole a beaucoup réagi à un certain nombre d'accords. Voilà. Pour autant, on est un pays exportateur. Donc, 12 milliards, c'est notre plus gros excédent commercial. L'enjeu pour nous, c'est d'avoir des accords commerciaux et des accords commerciaux qui respectent l'agriculture. Mais ce n'est pas de refuser les accords commerciaux, c'est d'avoir des accords commerciaux qui nous permettent de faire du développement agricole. La France, avec le Royaume-Uni, c'est notre premier excédent commercial. On vend 32 milliards d'euros chaque année, on achète 20. C'est-à-dire que c'est le premier excédent 12 milliards d'euros, alors devant Singapour où c'est 5,8. Notre deuxième excédent est moitié moins. Ça veut dire que si, comme j'ai entendu Sarkozy qui dit qu'il faut saigner les Anglais, mais
on ne se saigne pas d'un premier client. Parce que si vous avez vu ce qu'a dit Boris Johnson, si vous commencez à nous emmerder, on met des taxes comme a fait Trump sur les vins, et puis ils ont acheté du vin, du mousseux ou des trucs comme ça, en Nouvelle-Zélande, en Australie, en Afrique du Sud. Mais sur tous les marchés, moi-même, sur mon élevage de porc, une grande partie, pas des animaux, hein, des pièces sont vendues sur le marché anglais. Ben oui. Et pourquoi mon élevage? Parce que depuis longtemps, les Anglais étaient très sensibles au bien-être animal. Oui. Et avec ce que j'ai fait depuis très longtemps déjà sur le bien-être animal, la façon que j'ai d'élever mes animaux les intéresse. Et donc là, moi-même, je me dis, mais peut-être que dans 6 mois, ça va s'arrêter, quoi. Vous avez intérêt à ce que ça ne s'arrête pas. Bah oui. Ah oui. Donc, mais il y a par exemple les entreprises allemandes, vous savez, dans l'automobile, il y a énormément d'entreprises. Non seulement c'est un des très gros débouchés pour BMW, pour Mercedes au Royaume-Uni, mais il y a des pièces détachées qui sont fabriquées au Royaume-Uni. C'est du commerce intra-entreprise. Donc Mme Merkel, vous savez que c'est un des fleurons de l'industrie allemande. Elle est sous la pression de ses propres industriels qui disent qu'il ne faut pas sanctionner Britanniques, sinon on se tire dans le pied. On n'a pas beaucoup de moyens. Pas beaucoup de moyens sur l'affaire. Et les campagnes du style Dry January, anti-foie gras, vegan, tous ces produits. Ça me fout en boule. S'il y a bien un sujet qui me fout en boule, c'est bien les véganes. Alors là, je supporte pas. Franchement, je supporte des choses, j'entends, j'ai dit, alors ça, je ne peux pas supporter. Et dès qu'ils font une manif, on fait une contre-manif avec un barbecue, on envoie toute la fumée de nos saucisses sur les véganes. Alors moi je les ai vus à Ancenis devant un abattoir de volaille, on est allé le soir, ils faisaient une veillée funèbre, donc ils étaient assis tous par terre, ils se tenaient par la main et ils priaient. Et alors il y en a une qui a daigné venir nous parler, parce que moi j'aime bien quand même dialoguer, et elle disait bah oui, alors la charcuterie, la viande rouge, ça amène le cancer colorectal du foie. Je ne suis pas scientifique, je ne suis pas capable de dire si oui ou si non. Mais par contre, j'ai là, dans votre groupe, il y en a la moitié avec une cigarette, mais ça c'est pas dangereux. Elle me dit ah non, c'est du végétal. C'est pour dire comment. C'était de la bœuf, c'était du Ah non mais non mais là on est rendu loin. Et vous du Gers, qu'est-ce que vous pensez sur le foie gras? Parce que c'est menacé quand même. Oui, non, mais C'est pareil, non, c'est alors, pareil. nous, en C'est fait, notre gastronomie, là, notre culture, notre tradition. on fait de la résistance parce que moi je dis quand on me pose la question sur l'agribashing, j'appelle d'ailleurs ça agri-dénigrement parce que il y en a tous les termes d'anglicisme, il y en a marre. Voilà. Et quand on me dit notre problème c'est l'agribashing, non, je dis mon problème c'est le revenu. Si je gagne ma vie, de toute façon j'ai assez après d'intelligence pour me les sortir du tout. Mais par contre, ce qu'on fait là, c'est une goutte d'eau. Parce que nous, ça fait des années qu'on dit à la Milvilude d'aller gratter derrière tout ce petit monde pour savoir qui il y a. Ah, la Milvilude, Milvilude. elle a été supprimée. Eh bien oui, mais normalement, ils nous avaient promis une enquête par rapport à ça, parce qu'il y a des dérives sectaires derrière Oui, tout ça. oui. Plus après, vous avez les GAFA qui continuent, parce que vous savez, pour faire la viande sans animaux, la viande de culture. Oui. Donc, il ne faut pas se tromper. C'est que derrière, il y a une volonté. Ils ont ces extrémistes, ces fous-là, et y compris ceux qui rentrent dans les élevages. Mais nous, dans les élevages, de toute façon, maintenant, il faut alors, dans les Landes, le patron d'L214, ils l'ont coffré il y a 1 an et demi. Il était rentré du salle de gavage pour filmer, ils ont entendu du bruit, les mecs, ils l'ont foutu à la chambre froide, le mec n'était pas en route. Ouais, porte plainte pour comment dire, problème sanitaire, il n'avait rien à foutre là-dedans, il n'est toujours pas jugé. Ah, j'ai cru qu'il était toujours dans la chambre. Il a eu la chance qu'il ne foute pas la fosse à Lisier. Parce qu'un jour, ça finira en coup de fusil, ça. Mais le problème, le paysan, il est foutu s'il fait ça, quoi. Et derrière, on vous dit, mais non, il ne faut pas. Alors, attendez. Bon. Mais c'est une réalité, de toute façon. Et ce qui nous fait mal aussi, c'est que nos propres coopératives, l'industrie agroalimentaire, s'engouffrent dans le sujet et nous proposent des produits véganes. Y compris nos propres coopératives, dirigées par des agriculteurs. Par contre, les L214 et compagnie. Alors donc ils accentuent le phénomène. Chez Bigard, ils y rentrent pas. Comment ils font pour avoir accès aux médias comme ça? Oui. Nous, on a un parti, le 3e de France en nombre d'adhérents, on triomphe sur Internet, on n'a jamais rien vu. Parce que le média, il veut le trash. Et alors aujourd'hui, dans les gros élevages, on a fait grossir les élevages, ces agriculteurs qui ne sont pas étanches. Et il y a des prestataires extérieurs qui arrivent pour la veille. C'est des jeunes, gens qui rentrent. Donc le mec avec le gros pot, il se fait 5 millions. Ils sont vulnérables. Se servir des adultes. Donc c'est 5 mois de salaire, il va la poser, il y a toujours c'est ça, c'est les acteurs du cinéma. Alors après, le trash del 214, le problème c'est qu'il s'attaque aux petits abattoirs. Et que finalement, quand on regarde, oui, c'est pas nickel, mais hier,
Bigard, non, c'est hier matin, il y avait le ministre intervient et il y avait Bigard. Bigard, il dit, vous savez, vous avez demandé d'imposer des caméras dans les abattoirs. Nous, on a refusé et ils ne l'ont pas fait. Parce qu'il a dit, nous, on n'a pas besoin de caméras, il y a des services vétérinaires dans les abattoirs. Et alors, le problème, c'est que jusque-là, le service vétérinaire, il était post-mortem pour le sanitaire. Mais dans l'antémortem, si l'État il dit que ça doit marcher comme ça et pas comme ça, c'est à eux de le régler. Quand vous avez un petit abattoir chez nous à Moléon-Lichard qui fait la Ide et le Kébir, parce que, ben oui, il y a un marché tout d'un coup. Au lieu de tuer 1000 agneaux par semaine, on en tue 3000. Le tueur, il devient fou. Donc à un moment donné, on voit bien que oui, ça va pas. Mais est-ce que c'est la faute du tueur ou est-ce que c'est la faute du système? C'est le système, c'est tout. Et comme disait Bigard, la mort, c'est pas joli à filmer. Mais il y a des normes. Alors, où on est dans les normes, avec l'étourdissement qu'on a accepté et tout, on n'y est pas. Et dans le halal, et dans le cachère. Vous avez vu un taureau d'une tonne quand on le passe au cachère? Pas joli dans la cage, hein. Filmer les abattoirs, c'est comme si on filmait les personnes dans les maisons de retraite, sachant qu'elles en fin de vie, dans les soins palliatifs. Oui, il faut comparer les animaux aux humains, mais on ne met pas des caméras dans les maisons de retraite pour voir si les gens vont mourir. Alors, pourquoi on en met dans les abattoirs? Ils en avaient mis. Pas la mort, quoi. Voilà, mais ils en avaient mis. Ils avaient voulu faire un essai, mais ils ne l'ont pas fait. Non, parce que bon, il faut que l'État assume ces réalités. Moi, quand on venait ici sur le stade, des fois, mais vous vous rendez compte, les vaches sont toutes sur Caillebotti. Ouais. J'ai dit, moi j'ai 63 ans, quand j'ai fait mon BTS, c'était le zéro grazing, c'était le terme américain. Si la vache ne va pas à l'herbe, elle hervira la vache. C'est ce qu'on a fait. Nous on a fait pour ça, pourquoi? Parce que pour faire du lait après ou de la viande ou des choses à bas prix. Mais j'ai dit, c'était le FOL encore, circuler, allez voir le FOL. Parce que si c'est le bien-être animal comme ça, oui, si vous décrétez qu'il faut une vache à l'hectare, ça va coûter cher, parce qu'il faut tout démonter. On ne fait pas ça comme ça, mais décrétez-le, mais payez-le. Donc en fait, les agriculteurs doivent développer eux aussi leur lobbying. Il y a un nouveau lobbying quand même, justement, pour dénoncer l'agri-bashing. Il y a eu un effort qui a été fait quand même. Non, oui, il y a parce un que effort. la FNSEA ne voulait pas réagir, parce que plus on réagit, plus on en fait de la pub. Voilà. Et nous, on réagissait depuis longtemps. Et finalement, ils se sont raqués à notre truc parce que c'est d'aller trop loin avec les intrusions dans les élevages. Et ils sont arrivés parce que Greenpeace a fait une carte de France avec tous les élevages, soi-disant industriels, qui classent. Et donc ça tombe beaucoup chez des patrons FNSEA, y compris Mme Lambert. Il y a eu une intrusion chez elle. Donc là, forcément, on a fait ça. Inclusion. Avec un fou de DX, je sais pas quoi là, avec FR3. Nous, on a écrit à Airnote pour dire que l'argent public, il faudrait qu'on l'utilise à autre chose. D'accord? On veut bien qu'on fasse certaines choses, mais là, avec de l'argent public, ils n'en étaient pas à leur premier coup, donc ils arrivent avec des caméras d'FR3 pour entraîner l'élevage. Oui, je comprends bien que c'était une opération de communication. Oui. Donc voilà, bon. Mais dans tout ça. Mais le lobbying des poules devant les renards, ouais. C'est sympathique, mais moi, je ne sais pas si la société veut un apaisement de cette relation. Non. Je ne le crois pas. Et le problème, c'est qu'on a une ultra-minorité agissante qui se sert de l'amplificateur qui est Internet pour amener ça. Avant, quand il n'y avait pas ce système-là, ça n'aurait pas pris cette amplitude. Mais le problème, il est politique, quoi. C'est tout. Mais dans les magasins, il y a menu vegan, on va au restaurant, il y a menu vegan, mais pourquoi on met vegan de Ouais, mais parce que ça... Pourquoi ils ont besoin de se justifier si c'est pas pour justement détourner les gens de la viande, de la vraie mais viande. le problème, c'est que... Du steak de laboratoire, tu vas à quoi? Enfin, moi, pas de ça, on a fait venir Jocelyne Porcher. Faut pas me mettre ça à On a table. fait venir Jocelyne Porcher, qui est une chercheuse à l'INRA. Dans 3 ans, ils sont à la phase opérationnelle pour la viande de culture, comme on l'appelle. Dans 3 ans, elle est dans... Alors, en France encore, elle mettra un peu plus de temps, mais elle sera montée. Ils sont à la... C'est des protéines végétales en fait. Non, c'est des cellules animales cultivées in vitro. Dans le laboratoire. Il n'y a pas... C'est de la viande, ça... Mélanger cellules et ça ne se passe pas par fructifie et l'animal. tout. Non. Alors il faut quand même Avec ce qu'ils oublient de dire, Une c'est qu'il faut vingtaine d'ingrédients. pour récupérer des souches quand même sur des animaux, mais les animaux sont un dehors. steak. Rappelez-vous que l'épais des vaches, ça fait tomber la couche d'ozone aussi. Oui. Non, mais donc ça part de loin, il faut aller. D'accord. Donc finalement, on va plus mettre les vaches dans l'herbe. Le problème est que C'est passé une mode, ça, le PDVH. oui, mais nous, c'est pas une mais connerie près. tout ça, c'est des bruits qui vont dans le même sens. Nous, quand on dit, si jamais, moi je l'ai redit au président, 170 000 agriculteurs vont quitter le métier dans les 5 ans à venir. On est 430. La moitié. Dans cela, il y a un paquet d'éleveurs. Dans les zones d'élevage, c'est-à-dire tout le poumon français, là, si on ne met pas de vaches, on ne va plus mettre de vaches. Là, c'est un enjeu territoire très fort. Hein. Oui, parce que là, c'est une occupation du territoire. Et derrière tout ça, c'est le Canadair et le feu après. C'est tout. Et nous, il y a longtemps qu'on l'avait dit, les Nîmes à l'époque, Jean fondateur, à l'époque, c'était de dire un Canadair, le coût de Canadair, sans parler des dégâts écologiques, c'était 200 éleveurs de moutons payés pour avoir des moutons.
d'accord, payer pour avoir du vent, on n'en parlait même pas. Et aujourd'hui, quand on vous dit, mais non, on va enlever ça, mais non, mais on est fou, on est fou. Alors, qu'on consomme moins de viande, on le voit. D'ailleurs, ils ont trouvé le terme flexitarien, c'est sûr, et chacun est libre de faire ce qu'il veut. Mais la qualité, la montée en gamme, c'est vrai qu'elle marche. Mais c'est aussi de ne pas rentrer n'importe quelle viande de l'autre bout du monde. La consommation de viande en France, 60% c'est du haché. Rien du steak haché, non, du haché. Le haché, il se fait avec des réformes laitières où avant, vous savez, vous la battez et vous travaillez, vous découpez. Là, on désosse. Elles sont raclées, vous mélangez le quartier aval, le quartier arrière et vous faites du haché. Parce que, ben oui, et ce haché, on en a reparlé hier encore, qu'est-ce qui sert à quoi? 60% ça pèse sur un marché, à tirer les prix vers le bas. Lui, c'est le truc pas cher qui permet aux gens, alors dans des plats cuisinés ou directement à hacher, de manger de la viande parce qu'ils veulent encore en manger, mais à pas cher. Si ce n'est que ça tire vers le bas tout le reste. Et là, ça gueule de tous les côtés parce que Bigard, toujours pareil, qui lui, quand même, quand il parle, Bigard, tout le monde l'écoutait parce qu'il dit attendez, ça va pas durer ça va pas durer. Et la grande distribution leur fait pression sur les transformateurs en disant mais non, si je ne prends pas ça, vous savez que ça ne marche pas. Donc je le veux à ce prix-là et après on verra le prix pour le reste. Parce que pour les états généraux de l'alimentation, on avait négocié une charte, une charte, c'est pas contraignant. On s'est dit que tous les deux qu'on s'aime, mais après, si on n'a pas envie de vivre en commun, c'est ça. Donc on a signé le charte agriculteur, transformateur, distributeur, que j'ai signé. Parce que bon, il fallait aller au bout, mais on a rappelé ce que c'était. C'était pour les négociations commerciales. Macron, que j'estime qui est quelqu'un d'intelligent, nous a dit parler de la théorie du ruissellement. Ouais. C'est nous prendre pour des cons. Oui. D'accord. C'est pour ça qu'il n'est pas si intelligent que ça. Oui. Si, mais c'est un malin, il croyait vous endormir. Non, parce qu'à force de prendre les gens pour des cons. Mais bon, dans tout ça, comme rien n'a changé, la distribution a été encore plus virulente là, sur la dernière négociation, que la fois d'avant. Et là encore, il nous dit, mais il va falloir changer. Non, il faut légiférer. Et donc sur l'agribashing, ouais. En fait, là, nous, on est en première ligne, hein, le secteur de l'élevage, avec des intrusions d'associations qui viennent dans nos élevages. 214, tout ça. Qui viennent la nuit dans nos élevages pour trouver des images, des clichés, et pour ensuite après accuser. C'est lamentable et complètement odieux. Je ne suis pas à dire que tous nos élevages à 100% sont tous bien. Comme dans tous les secteurs d'activité, on peut toujours trouver un quelque part même chez un boulanger. Mais là, en fait, en faisant ça, nous dans nos élevages, tous les animaux, malheureusement, ça arrive qu'il y a un qui soit malade et qui dépérisse, et qui meurt. Et donc, ils viennent en pleine nuit, ils trouvent un là qui tac. Allez, on s'avance pour le reste. Merci. Voilà, moi j'ai une belle-sœur qui est infirmière, elle me dit dans les hôpitaux, on pourrait aussi aller faire des images, et puis des images choquantes. Oui, voilà. Les personnes en fin de vie, dans les soins palliatifs. C'est toujours pareil, on arrive même à parler avec Greenpeace, vous vous rendez compte, avec Greenpeace. Parce que je suis allé les voir, parce qu'eux, d'un côté, ils gueulent qu'il y a la déforestation de l'Amazon, et nous, on regarde parce que finalement, on reçoit le soja transgénique, et donc, d'un côté, on a des points de convergence, comme dit Macron. Donc, quand je suis allé les voir, et le glyphosate? Ah ben ouais, mais le glyphosate, écoutez, moi, j'aime pas le glyphosate, je suis un conventionnel. Donc, de toute façon, c'est très simple, j'achète des molécules qui sont aux normes. Donc, si elles sont bonnes, je déteste ce qu'on appelle l'empoisonneur parce que j'ai des conditions draconiennes et je les applique. Et si elles sont mauvaises, on les retire. Mais si on les reverse, parce que nous, il y a 2 ans, on est allé au port de Saint-Nazaire et on a montré ce qui rentre. On ferme immédiatement les bateaux et on se met avec un plan de protéines pour que ça marche. Bon, là, vous voyez, il y a l'agriculture de conservation. Ils ont dit oui, on va le garder par dérogation. Parce qu'il ne faut quand même pas oublier que la SNCF l'utilise depuis des années. Mais là, quand ils sont pour les voies ferrées, dans les plaines, ce qu'on a découvert il n'y a pas longtemps, c'est qu'ils ont des puits artésiens. Parce qu'en fait, pour pas que les voies s'inondent et que tu ne peux pas partir avec des fossés plats, ils ont fait des puits artésiens qui descendent dans la nappe. Et là, quand ils passent avec la nuit avec la sulfateuse qu'il y a derrière le wagon plein de glyphosate, eh bien, ça passe sur la pouzzolane, vous voyez ce que c'est? Question d'absorption du glyphosate, ça ne marche pas. Ça descend en bas. Alors, ils leur ont laissé 2 ans encore pour... Mais bon, nous, c'est pas qu'on veut ou qu'on ne veut pas le glyphosate, c'est que dans le process agricole dans lequel on est,
c'est encore la moins pire des molécules et que derrière tout ça, il faut le savoir, c'est tout. Alors maintenant, on a les ZNTO, parce que ça, on travaille avec, et maintenant on a les ZNTO R. J'ai vu que les écolos avaient attaqué le décret à Macron, nous on l'a attaqué aussi. Parce que je lui ai redit, il s'est énervé, mais je lui ai dit, moi, nous on l'a attaqué, pourquoi? Parce que je lui ai redit, j'achète une molécule autorisée, je la mets dans la pompe à désherber, je remue, ça part dans le tuyau, ça arrive à la buse, je suis autorisé puisque je l'ai fait. J'ai acheté, j'ai payé et j'ai une pharmacie qui me l'a vendu. Dès qu'il passe la buse, hop, c'est un poison qui est dangereux pour la population. Attendez, qu'est-ce qu'on fait là? Donc, ZNT, nous, on n'en veut pas, parce que de toute façon, les écolos, les gens qui ont peur veulent 150 mètres, et pourquoi pas 300 mètres, 400 mètres ou 500 mètres. Parce que vous avez à l'Assemblée nationale, ils ont le miel de l'Assemblée nationale, il ne contient pas de glyphosate. C'est vrai, mais il a le meilleur goût que l'autre, parce qu'ils ont toutes les particules fines et tout ça, que les abeilles ramènent avec leurs petites pattes dans le miel. Quoi. Mais non, mais pour vous dire, on en est, mais on rigole. Mais le problème, c'est que c'est les autres, c'est la connerie qui avance. Et que nous. On parlait des importations par rapport au protéines, c'est la même chose, parce que du coup, le glyphosate en France, on utilise 1 litre, 1,5 litre maximum par hectare entre deux cultures. Aux États-Unis, c'est jusqu'à 5 jours avant récolte, 5 fois plus que nous. Oui, et mais on laisse sur rentrer, la culture. Et sur la culture. Et on laisse entrer jusqu'à 5 jours avant la récolte. C'est comme les émissions de CO2. On est les meilleurs élèves dans un grand nombre de trucs, et c'est encore sur nous que reposent les. Soit il est dangereux, on interdit toutes les importations qui soit il n'est pas dangereux et on l'utilise de façon encadrée. C'est la logique même. On est sur une guerre de religion. On est sur une guerre de religion. Il y a un grand enjeu pour des grandes surfaces agricoles qui se reconvertissent peu à peu au non-labour et donc qui travaillent sur des zones superficielles qui économisent énormément de carburant et qui préservent bien les sols. Et les vers de terre. Les vers de terre, tout ça. À part que c'est forcément une technique qui est associée, le non-labour, qui est associée à un désherbant de type glyphosate. Et il faut pouvoir maîtriser l'enherbement. Ouais. Et si le glyphosate est interdit, il faut revenir à des travaux extrêmement lourds, des outils qu'on n'a plus, se remettre à labourer, et consommer du carburant, de l'énergie terriblement. Et plus de main-d'œuvre. Beaucoup plus de main-d'œuvre. Du matériel. Et il a vraiment été de l'usure. Très conséquent. Et une main-d'œuvre qui soit d'accord pour faire ce genre de travail. C'est le travail à tracteur. C'était tout friable. Et Loïc, il a pris, il avait 10 vers de terre dans la main. Donc le préfet, il a vu. Et il a dit, mais oui. On lui a dit, mais ça, il faut le. Cette année, nous, on est du sud-ouest et on est passé avec ils sont de la Terre du Gers. On a eu la mousson d'été et la mousson d'hiver. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on s'est passé presque 6 mois de sécheresse. Moi, je suis arrivé au mois d'octobre. On avait préparé nickel, fait du faux semis, mais il n'y avait rien qui avait poussé. L'an dernier, moi j'avais semé justement à ce moment-là, derrière on sème, impossible de maîtriser, tellement ça avait poussé après les saloperies, impossible. Cette année, j'ai dit, bon, on va attendre un peu, on s'est tapé 400 mm en 2 mois. On retrouve du bon temps à mois de janvier, parce qu'il y a eu une fenêtre de tir. Si j'avais pas fait du glyphosate là, j'ai pas touché mon sol, j'ai foutu 0,8 avec un peu d'azote dedans là, pour que ça fasse un peu plus d'effet. Derrière, on a semé. Le glyphosate, l'agribashing dont tout le monde parle. Le glypho, moi j'ai expliqué au bureau de la FNSEA, c'est avant tout la guerre contre Monsanto, et que le glypho était un produit de chez Monsanto au départ. Après il a été copié, mais au départ c'est l'herbicide, il a été produit par Monsanto. Après, la problématique, c'est l'utilisation systématique. Et l'utilisation systématique, elle n'a pas forcément lieu en France. Elle a lieu aux États-Unis, enfin sur le continent américain, où les gens mettent des produits génétiquement modifiés. Et donc, comme il y a une résistance au glypho, ils passent un goût de glypho. La plante qu'ils veulent, elle continue à pousser, les autres, elles crèvent. Mais ça, c'est pas notre agriculture chez nous. Et il y a une manipulation mentale qui, pour moi, est là. C'est qu'on n'a pas été foutu d'expliquer les choses. Alors qu'après, le monde paysan doit se situer dans un monde de modernisme. Le modernisme, c'était la chimie à un moment donné. Le modernisme de demain, ça sera combiné plusieurs actions, où la chimie sera une petite partie.
Et moi, je ne dis pas qu'il faut un monde sans phyto, je dis qu'il faut un monde avec moins de phyto, et plus d'intelligence, et plus d'éléments de référent pour pouvoir faire du travail dans les champs. Et je le dis aux viticulteurs, qui se plaignent d'avoir du chaud, des sols arides, s'ils avaient des sols enherbés, et travailler ces sols enherbés protégerait contre les formes de réchauffement climatique qu'amènent de l'aridité dans leur secteur. Voilà. Moi je pense que dans les pratiques, on est capable à terme de se passer de cet herbicide. Mais est-ce qu'il faut se passer de cet herbicide? Si on se passe de cet herbicide, il y aura d'autres matières actives qui seront utilisées. Est-ce que ces autres matières actives, elles auront plus ou moins d'impact sur la santé des consommateurs? Je n'en sais rien. Il y a eu plein de pisseurs volontaires. Là. Il y avait eu là. Bon, on n'avait rien contre les pisseurs volontaires. Mais c'est bizarre que quand c'est des écolos qui sont pisseurs volontaires, on retrouve du glyphosate. Quand c'est des paysans qui sont pisseurs volontaires, on n'en retrouve pas. Et on a retrouvé du glyphosate sur les couches pour bébés, les serviettes hygiéniques, toutes ces choses-là. Cherchez les vrais. Et facile à comprendre. Le coton, on n'en produit pas beaucoup en France, je crois, qui rentre dans les textures de ce type de produits manufacturés. C'est des plantes qui sont génétiquement modifiées, donc on met du glyphosate, donc on le retrouve. Et c'est jamais la France qui l'a utilisé dans ce cadre-là. Donc c'est là où je dis manipulation mentale. Et la manipulation mentale, il faut beaucoup s'en méfier. Sur les phytosanitaires, par exemple, globalement, pas que le glyphosate, c'est très clair. On est en train de trouver les moyens de produire avec une réduction de l'usage des phytosanitaires. Et de là à dire que demain on va tous passer en bio, c'est pas possible. C'est pas possible. Par contre, on développe le bio. On développe le bio, c'est très clair. Et sérieux, et bien même, hein, même en Bretagne, hein, voilà, dans toutes les productions. Donc voilà, donc sur les phytos, il faut rentrer dans ces idées. Tout comme les antibiotiques et l'élevage. Il y a 10-15 ans, certains élevages, comme le porc, la volaille, on utilisait beaucoup d'antibiotiques pour élever les animaux. Beaucoup. Et là, on s'est dit, à un moment donné, c'est plus possible. Et on a enclenché une dynamique pour réduire. En 5 ans, entre 2013 et 2018, on a réduit dans la filière porcine de 53% la consommation d'antibiotiques en élevage. 53%. Voilà. Par contre, ça ne peut pas se faire comme ça, quoi. En se levant le matin, il faut tout adapter notre... Voilà, quoi. Comme en bio, ça ne peut pas se faire comme ça non plus. Voilà. Donc, et aujourd'hui, le phyto, voilà, on va y aller. Alors maintenant, le sujet du glyphosate, ce qu'il faut... C'est peut-être un peu technique, mais en fait, Macron dit on interdit tout. Là, nous dit, si on le fait dans tous les autres pays pareil, pourquoi pas. Oui, parce qu'on est les moins, ceux qui en consomment le moins, si j'ai bien compris, ou parmi les moins. Parmi les moins. Surtout, certains secteurs d'activité, comme moi, polyculture, élevage, on en utilise peu. Après, par contre, il y a des techniques de production qu'on appelle les techniques de cultural simplifiées. C'est-à-dire, on ne charrue plus la terre, on ne retourne plus la terre. Et comme ça, on garde des micro-organismes, les vers de terre. Voilà, parce qu'à chaque fois qu'on la retourne, on tue les vers de terre, en gros. Et donc, on garde tout ça. Par contre, pour détruire la surface, les herbes, un tout petit peu de glyphosate, tout petit peu, c'est formidable. Et derrière, on utilise 0 phytosanitaire. Donc, un tout petit peu de glyphosate est terminé. Et donc, d'un point de vue bilan global, c'est formidable. Et c'est pour ça que là, aujourd'hui, on demande à l'État, attendez, revenez un peu sur votre position, utilisons-le de façon très raisonnée, et ça sera bien pour tout le monde. Moi, je voulais vous parler de ce qui est en train de se tramer pour l'agriculture, avec le budget 2021-2027, parce qu'on a quand même, en gros, le Brexit, ça fait un manque à gagner de 12 milliards d'euros par an
Parce que là, d'un seul coup, les médias découvrent qu'il y a des pays contributeurs nets à l'Union européenne, dont on est. Et donc, chaque année, l'Angleterre donnait 12 milliards d'euros de plus. L'Angleterre donnait 12 milliards d'euros de plus, on les a plus. Il y a donc 84 milliards d'euros à trouver. Deuxièmement, Madame von der Leyen, la Commission européenne a décidé d'augmenter le budget de l'Europe pour faire des programmes pharaoniques de construction d'éoliennes, de lutte contre le réchauffement. Green Deal. Voilà. Pour le plus grand profit, évidemment, du green business. Mais là-dedans, elle annonce 110 milliards d'euros par an, mais on ne sait même pas sur quoi, pourquoi, alors même que la France est le pays, de tous les pays développés, le moins émetteur de CO2. Avec des centrales nucléaires, bien sûr. Elle dit que c'est de l'investissement, pas des dépenses. Oui, c'est dément. Qu'est-ce que pensent vos ouailles de tout ça? Le monde agricole, qu'est-ce qu'ils pensent de l'Union européenne? Il est toujours sous la même mentalité des années 70. Il en croyait que c'est les subventions européennes qui donnent de l'argent. Ils ont commencé à comprendre. On n'est plus le temps de Chirac quand même. On voit bien que les choses ont changé. Là, on voit bien les budgets. Voilà. Donc, et c'est notre argent. En plus. On lâche des sommes folles de plus en plus. C'est ça le truc. Donc, les agriculteurs sont un peu inquiets sur les sujets européens. Là. Un peu inquiets. Comment vous voyez l'affaire de la pêche? L'affaire de la pêche, on a été sur le principe de quotas, qui ont quelque part été voulus par les mouvements environnementaux pour garder la ressource halieutique. Une ressource. Moi, je pense que ça, c'est une pomme de discorde qu'on va avoir d'ici peu de temps, parce que les sources de protéines, il faudra qu'elles soient de plus en plus variées, à la fois animales, végétales, mais aussi piscicoles par rapport à ça. C'est un vrai sujet. Nous, on a trouvé un marché pour la viande de cheval qui était décriée beaucoup sur le marché français parce que les gens n'avaient pas une habitude de consommation, à part les peuples qui venaient, notamment les Polonais et tout ça, qui le nord de la France consomme du cheval. Pour le poisson. Voilà. Et là, on a trouvé des marchés, notamment au Japon, parce que les protéines contenues dans le cheval sont assez similaires aux protéines qui étaient contenues dans le thon rouge. Et comme il y a des restrictions de pêche sur le thon, voilà. Après moi, ce que je sais, c'est que on va sûrement vers des choses compliquées dans ce domaine-là. Moi, je ne sais pas si vous connaissiez les gens du comité des pêches de Bretagne. On travaille avec quelqu'un que j'ai fait intervenir d'ailleurs devant les agriculteurs chez nous sur comment ils allaient travailler sur leur aspect organisation, filière, rénovation des bateaux. Parce que si on veut arriver à des objectifs, et là l'Europe, malgré tout ce qu'on peut dire sur elle, elle peut avoir un rôle. Si on veut arriver à des objectifs qualitatifs, au niveau donc de l'environnement par l'agriculture, c'est par une modernisation avant tout des process. Vous avez vu l'entrée de la Macédoine du Nord et de l'Albanie. Il y a maintenant 6 États qui vont entrer dans l'Union européenne. On était monté à 27, à 28, puis 27 avec le départ des Britanniques. Maintenant, ça va être 33. C'est des confettis, mais c'est des États, oui, c'est vrai. Et puis ils sont là, attendez. Un taux de chômage qui est entre 15 et 30%. Et puis l'Albanie, c'est le règne des mafias, des détournements de fonds, des trafics de drogue, des trafics d'êtres humains. Pour rentrer, ils ne sont pas rentrés. Non, Oui, mais attendez, Macron. La Commission européenne a dit que c'était une priorité absolue. Macron a dit. Macron s'y était opposé, mais elle a été. On a déjà rentré dans Il y en a d'autres loups. Hein. Il y en a même d'ailleurs, tiens, vous nous parlerez des loups aussi. Sur l'affaire de l'élevage UE-Mercosur, c'est quand même bien l'Europe, encore une fois. Alors là, nous, on nous impose un certain nombre de critères assez rigoureux sur la méthode de l'élevage, le sans OGM, le sans antibiotiques, sans. Bon, on peut s'adapter, nous. On peut s'adapter.
on fait. Et en même temps que nous en vendrons de l'argent, si on accepte de faire rentrer du Mercosur là, À moins 30%, 90 000 tonnes. Alors vous faites quoi? Ah ben non, mais là on s'énerve, très clairement quand même. On s'énerve là-dessus. J'espère. Ah bah oui, on a dit à Macron là-dessus, et c'est bon. Et donc, alors le glyphosate, là c'est pareil, nous on veut bien, comme je disais, là, et si de l'autre côté on fait rentrer tout ça, c'est glyphosate, OGM, tout. On met les agriculteurs dans un truc où il y a trop de contraintes à la fois, quoi. Ouais. C'est insupportable. Ouais, en fait, nous on n'est pas contre ce que je vous ai expliqué là, d'évoluer. On n'est pas contre ça, nous, hein, pour avoir une agriculture qui a encore des produits plus sains. Enfin voilà, on est au contraire, on est ouvert à ça. Mais de laisser nos marchés comme ça ouverts à tout vent, non, qu'on applique quasiment. Nous, on n'est pas non plus à dire qu'il faut fermer. Hein. On est à dire on est sur des marchés ouverts, mais qu'on ait quand même des règles. Mais ça s'appelle la souveraineté nationale, Oui, monsieur. oui. La Suisse, le Royaume-Uni, ils ne sont pas ouverts à tout vent, mais ils ne sont pas non plus, c'est pas la Corée du Nord. Hein. Non, Ils signent des accords de libre-échange, ils défendent leurs intérêts. Le CETA, c'est un scandale absolu. Le truc a été mis en œuvre, même pas ratifié par les parlementaires, c'est pas rien. Dans les règles européennes, c'est une négociation secrète. Ouais. Mais c'est quand même dément. On va pas vous dire ce que vous savez. Mais c'est une tyrannie, enfin c'est incroyable. Les députés ne servent plus à rien. Députés En Marche, vous savez qu'il y en a 150 qui ne vont plus au Parlement. Ils ne servent à rien. Mais on est dans une situation de dingue quand même. Ben oui, mais il y a eu un hold-up. Parce que ce qu'a fait Macron, c'est un hold-up. Ah oui? Et phénoménal, ça restera dans l'histoire, vous savez, parce que c'est une fracture qu'on n'avait jamais vue en politique. Hein, mais bon, mais maintenant, mais il est aux manettes, on va voir. Vous savez, c'est comme ça, hein, parce que de toute façon, ce que veut le peuple, quand on dit, mais le peuple est là. Mais maintenant, on va Il voir. l'a pas voulu. Nous, dans l'agriculture, de toute façon, on voit, notre problème, c'est qu'on voit que pour lui, c'est pas un problème. Il n'aime pas, mais de toute façon, il n'aime pas la France. Macroéconomique. Mais même pas. Et puis, C'est le larbin de l'oligarchie qui l'a fait élire. Oui, et Moi, puis- j'ai eu 0,9% du temps de parole à la présidentielle. Lui, il en a eu 27%. Vous imaginez? Les Français, ils ont entendu Macron, Assenois, Macron. C'est ça. Les gens, ils votent Macron. Tout fait pour, tout est... Après, notre problème aussi, c'est que l'agriculture se passe à Bercy aussi. Et on a notre ancien ministre de l'Agriculture qui est là, le maire. Et lui, il a oublié ses racines un peu quand il est un peu par chez nous, là. Parce qu'aujourd'hui, Tout ce qu'il a ça pu sert... dire sur Macron avant d'être Ça sert... Oui, mais en attendant, ça sert un peu de côté. 2-3 petits mots avant de conclure. Oui. Le loup. Ah ben, pour nous, seul un loup mort est un bon loup. D'accord. C'est même pas la peine de discuter. Parce que j'ai vu des statistiques. Moi, j'étais Mais non, pas au courant, mais c'est dément. Si les Allemands ont le loup aussi. Les Allemands, ils sont carrés. Avec le nombre de moutons qu'ils mangent, nous, 12 000 brebis par an, qu'on paye sur le budget agricole, hein, c'est nous qui les payons en plus. Donc, on devrait avoir 800 loups. On n'en a que 500. Parce que nous, c'est l'administration qui les compte. Et dans l'administration, il y a les pro-loups. Parce qu'il vaut mieux être à courir le loup qu'à travailler à l'ONCFS à marteler des bois, d'accord? Ils ne savent pas que les loups font des petits. Oui. Et puis chez nous, ils ont, comme ailleurs, ils les ont croisés avec des chiens. Donc, c'est des loups chiens, mais ils ont récupéré la politicité des chiens. Donc, les louves, elles font deux portées maintenant. Donc c'est pour ça que c'est comme le sac. Alors si parce que Et là, j'en ai on arrivera un jour à un accident, ils vont finir par bouffer quelqu'un. Et c'est ce qui nous sauvera, parce que tant qu'ils bouffent que des brebis, ça va pas. Donc nous, on commence à se. On a mis du temps les paysans, mais moi je leur dis il faut faire comme les Italiens. Tout va bien, mais ils tirent. Eh bien nous, tout va bien et on va tirer aussi. Parce que les moins cons, ils ont déjà tiré. Après, il y a toujours qui se posent des questions. Mais moi, j'ai pas encore le loup, j'ai pas de mouton, mais j'aurai le loup chez moi, je tire, c'est tout. Mais le problème, c'est que si on avait une gestion, on devrait en tuer plus qu'il ne faut. Or, ils sous-estiment parce qu'ils veulent. Alors moi je le vois avec le syndicat, puisqu'au niveau national, ils sont commencés par les Hautes-Alpes. Ils sont arrivés de l'autre côté. Pendant 5 ans, vous n'avez pas le loup. Ils passent, on dit mais non, c'est pas ça, parce qu'il faut 5 ans pour qu'une meute se stabilise. Dès qu'ils ont une meute, ils se disent celle-là, elle est là. Alors on ne l'approche pas facilement le loup. En montagne, oui, parce que l'hiver, si on veut le tuer, c'est facile. Mais après, quand il est dehors, ça ne se tue pas comme ça. Donc on a une meute, ça y est, ça avance. Alors vous retrouvez du loup dans la Haute-Marne. Là, j'ai encore un mec qui a attaqué dans une étable pour bouffer les veaux. Vous la retrouvez alors autour de Paris, ils ont des normes, ils peuvent les tirer. Parce qu'ils ne veulent pas les loups dans Paris, vous vous rendez compte? Ils ont les rats, et s'ils avaient les loups. Donc vous imaginez un peu ce que ça va faire. Donc du coup, on se retrouve, nous, avec des mecs du pastoralisme, où quand on arrive, je dis, parce qu'Alain Bouger, là, nous, il est de Lozère, et quand on arrive à la zone Roquefort avec nous, alors là, on trouve du bricolage pour reculer un peu. Et nous, on ne veut pas, mais le problème, c'est qu'il faudrait travailler sur la Convention de Berne pour sortir le loup de la protection maximale. Les Espagnols, eux, ils ont pris la protection intermédiaire. Eux, il y a des zones où il n'y a rien, il y a du loup.
Et là où il y a du loup, il y a du pastoralisme, ils tuent. Ils donnent 1200 € à des chasseurs qui vont s'emporter le trophée après pour l'empailler. Moi j'avais dit à Hulot à l'époque, je ne vais pas revu Borne pour ça, mais vous nous donnez 1200 €, ça va pas vous, ça va être vite réglé, parce que même les Espagnols, On les a pas payés. Oui, on va payer. Et non, mais et tout ça, parce qu'il y a une ultra-minorité, Férus et compagnie, là, d'extrémistes, qui disent on va remettre des grands prédateurs. Mais on rappelle qu'en Grèce, il y avait du lion. Moi, je pense qu'on devrait foutre du lion en Grèce. Il est lâché. On a quand même, il faut reconnaître, on a beaucoup de requins dans les milieux politiques. Oui, mais pour l'instant, ils ne se mangent pas trop entre eux. Le problème, c'est comme tout ça, ça manger le citoyen, que manger le face. Non, mais bon. Et là, nous, en fait, ce que je voulais vous donner comme message aussi sur le volet agricole, bon, moi, je suis plus dans un secteur d'élevage, culture élevage à la Bretagne. Et donc, on sent aujourd'hui, en fait, que notre agriculture, elle est très décriée. Voilà. Oui. Et par contre, on a quand même le sentiment que aujourd'hui et demain encore plus, on aura toujours besoin de cette agriculture pour produire. Voilà, c'est une base. Et la souveraineté alimentaire, je pense que c'est un vrai sujet dont on en parle très peu. Moi, j'en parlais pour la présidentielle. J'ai dit normalement, un pays doit avoir un chef d'État, c'est quelqu'un qui doit voir loin, il doit veiller à la souveraineté alimentaire, la souveraineté vestimentaire. Ouais. Vous savez qu'on ne peut même plus habiller nos soldats, ni nos policiers. C'est fait au Maroc, enfin, c'est dingue. Ouais. Donc il y a un problème de fond, il faut la souveraineté. Sauf que ces sujets-là, quand nos concitoyens ont en permanence plein l'assiette, plein les rayons, ils n'imaginent pas qu'un jour ça pourrait manquer. Or, aujourd'hui, dans l'agriculture, notamment sur le volet sanitaire, il se passe des choses assez graves, je pense. On prend l'exemple de la filière porcine, où c'est un virus à l'échelle mondiale qui attaque les animaux. Les animaux en meurent. C'est pas dangereux du tout pour l'humain, hein. Mais les animaux en meurent. Pour l'instant, heureusement, le virus n'est pas chez nous. C'est en Chine énormément. La Russie aussi, enfin tous les pays asiatiques là. Et donc. C'est quoi, c'est la grippe porcine, non? C'est pas ça? C'est ça. Et la fièvre porcine, on appelle ça. Et donc les animaux meurent, tout simplement. On a perdu un quart de la population mondiale en porc en l'espace d'une année. Et Vladimir. Quoi, Vladimir? Vladimir, comment on lui a fait Vladimir. Mais comment on lui a fait des... C'est le meilleur joueur d'échecs au monde. Bien sûr. Et comment on lui a fait des sanctions? Il a développé sa propre agriculture, les céréales et tout. Il n'y a qu'une organisation en France qui l'a dit, c'est la FNSE. En disant attention à cet embargo idiot. Vous avez vu que Boris Johnson est en train de lever les sanctions. On va y donner les moyens de construire une agriculture puissante. Voilà. Moi-même, petit paysan de Franche-Comté, qui faisait de la génétique montbéliarde, il m'a acheté, les Russes nous ont acheté des paquets de gélis. Ils vont arriver sur le marché de la génétique, sur le marché du lait et sur le marché des céréales. Méfiez-vous bien de ce qui est en train de se passer à l'Est. Parce que Vladimir, le réchauffement climatique, c'est tout bénéfique pour lui. Quand on a des rendements qui stagnent, qui dégringolent dans la partie occidentale de l'Europe, on a d'autres choses qui se passent chez eux, quoi. Et il faut qu'on en soit conscient, quoi. Bon. Et ça veut dire que notre agriculture, chez nous, il faut la tourner vers différents marchés, et notamment le marché de la qualité pour le monde entier. L'exemple de la tomate, c'est pareil, c'est une superbe filière qu'on a en Bretagne. On est largement, donc des grands producteurs sont là-bas. Et puis ce fameux virus est arrivé, et on peut imaginer le scénario où dans 6 mois, la filière, elle s'écroule, il n'y en a plus. Il est apparu en Israël. Ouais, il y en a plusieurs pays. Ensuite, il a été en Jordanie, après aux Pays-Bas, voilà, c'est ça. Royaume-Uni, voilà, et c'est venu en France. Donc, tout ça pour vous dire que notre agriculture, qui est parfois décriée, il y a trop, il y a ceci, il y a cela, faisons attention, hein, parce que voilà, ça peut, comme ça, des bouleversements sous l'angle sanitaire. Et c'est un métier de savoir-faire et de transmission, parce qu'aujourd'hui, dans les 170 000 qui vont partir, dans l'élevage, quand vous fermez l'élevage, vous ne le rouvrez pas. Alors aujourd'hui, il y a les chiffres qui vous trompent, c'est on vous dit « Ah mais oui, mais on installe encore ». Quand j'installe 1 sur un demi-hectare en périurbanité pour faire du maraîchage, c'est 1. Et quand j'ai une exploitation de 200 hectares avec 100 vaches à reprendre, c'est 1 aussi.
D'accord? Et là, quand on regarde en macroéconomie les chiffres, on se dit ah oui, très bien. Et quand on regarde en micro, c'est plus du tout la même chose. Et derrière tout ça, c'est que les paysans, on a creusé notre propre tout. C'est-à-dire qu'à force de grossir, il y a des grosses exploitations céréalières qui sont intransmissibles. Si vous avez 5 millions d'euros, vaut mieux que vous achetez la terre aujourd'hui. Vous l'achetez, on est parmi encore les plus basses d'Europe. Vous ferez une plus-value tranquille en vous mettant un fermier dessus pour qui vous paye les frais. Parce que vous n'avez pas besoin de cet argent, vous voulez le poser. Et il vaut mieux faire ça que d'aller faire un investissement immobilier. Parce que le jour où vous la revendrez, personne ne vous emmerdera. Votre investissement immobilier en 30 ans vous dira qu'il n'est pas aux normes. Il y aura des frais à y faire dessus. Et voilà. Et c'est pour ça que là, il y a un paquet de monde qui regarde maintenant. Et il y a ça aussi qui se joue. Parce que là, après, on vous dit, il y a la SAFER. Les innocents vont à la SAFER, les intelligents montent les sociétés. Et puis, le chinois de l'Indre, dans l'Indre-et-Loire, là, lui, il ne s'est pas posé de questions. Hein. Le capital, il sera repris, c'est pas un souci. Oui. Et chez nous, les paysans, ils gueulaient. Moi, c'était il y a 2 ans. J'ai été convoqué à l'Assemblée Générale, les gens avaient ça, là, ils gueulaient. Ouais, Bernard, c'est une honte. Regarde les terres, le chinois. Le mec, je le vois, j'ai dit, attendez, il y a un mec qui est mon âge. J'ai dit, le chinois, de la terre à 4 000, il a mis 12 000. Qu'est-ce que vous faites? Je vends. Mais j'ai dit, putain, ne me posez pas la question, puisque vous voulez vendre. J'ai dit, c'est qui le problème? C'est le chinois ou c'est le prix du blé? Pour moi, c'est le prix du blé. Parce que si on avait le prix du blé au prix normal, le chinois, il ne s'approcherait pas. C'est aussi le fait qu'on autorise les Chinois d'acheter la terre. Eh oui, mais le chinois, il l'a dit ouvertement à la télé. Mais monsieur Asselineau, chez moi, la terre appartient à l'État. Je peux au pire la louer ici. Je l'achète. Donc voilà, non, ça c'est l'ouverture asymétrique des marchés. Oui. C'est la libre circulation des mouvements de capitaux dans un sens. Mais les Chinois, mais les Indiens, tous les pays d'Asie du Sud-Est, eux, ils contrôlent l'entrée et la sortie des capitaux. Oui. Donc eux, ils ont acheté une centaine de châteaux dans le Beaujolais, ils ont acheté des terres en Indre-et-Loire, dans la Beauce, mais allez, achetez-vous des terres d'un grand jardin de thé chinois, le Longjingcha, près de Hangzhou, ben vous verrez, ils vous diront non, c'est impossible. Ils n'apporteront pas, mais le problème, c'est comme c'est des mecs qui... C'est à sens unique. C'est une valeur. Pareil pour le Qatar, l'Arabie Saoudite. Oui, mais ils l'apporteront pas, et quand ça devient une valeur financière de spéculation, on perd la valeur nourricière. Voilà. D'accord? Mais c'est dramatique si on veut que des jeunes agriculteurs s'installent il y a la maîtrise du foncier. On ne doit pas nous déposséder de nos terres. Nous, agriculteurs, il faut être propriétaires le plus possible. Il y a une réforme des fonciers, et comment il s'appelle, Dominique Potier, socialiste, là, qui parle de la terre est un bien commun. Nous, on a signé, mais en disant est un bien commun sur une base de propriété privée. Bien commun, oui. Et d'ailleurs, nous, on appelle ça exploiter un bon père de famille. C'est-à-dire qu'il faut la rendre au mieux que ce qu'on a pris, d'accord? Mais sur la base de la propriété. J'ai dit le colcon, c'est pas pour nous. Hein. Ils rigolaient après. Mais rappelez-vous, avec ces notions, on leur donne des aides. Les gens sur l'extérieur. Finalement, on est chez nous. Oui, non, vous n'êtes pas chez nous. Vous êtes chez nous. Il y a un respect. Mais ce qui est grave, c'est que la FNSEA va dans ce sens. Elle ne conteste pas du tout que des investisseurs viennent acheter des terres. Non, mais ce sont des... Alors, si c'est pas rentable pour nous, pourquoi c'est rentable pour nous? La SAFER, elle promène des investisseurs, parce qu'ils disent, mais on a des investisseurs, autant qu'on s'en occupe. Là, c'est le premier outil de travail, la terre. C'est notre premier outil de travail. Qu'on fasse de l'élevage, qu'on fasse que des céréales, c'est notre premier outil. Bon, mais écoutez, qu'est-ce que je peux vous dire Mais c'est surtout que ça dégrade. Et la première... Vous savez, toute chose naît, vit et meurt. Là, on est en train de descendre et on gratte le carrelage de la piscine. C'est pour ça qu'il va y avoir un changement. Non, voilà. C'est pour ça qu'il y a 20 ans qu'on le dit. Mais là, suicide. Voilà. On nous assassine. Et l'avantage, c'est que quand même, il y a des jeunes qui arrivent, il y a la moitié est non issue du monde agricole, je veux dire, et qui ont les antennes déployées. On ne peut pas avancer en regardant le rétroviseur, mais là, il faudrait que le coronavirus, il bloque la France un mois. Que tout d'un coup, il n'y a pas tous les yaourts comme qu'il n'y ait pas tout. Là, tout le monde va faire comme ça, chacun va y aller, ça va vider les terres, les trucs, on va se dire, ah, et ouais. Et bien si on a nos producteurs et nous, on nous dirait, mais nous, on produit même pas 60% de ce qu'on a besoin. Et bien dès qu'on a mangé 60%, le 40%, vous pouvez le faire. Hein. Voilà. Il n'y a plus aucune réflexion stratégique au niveau de l'État et on dépense, on dit quand vous pensez par exemple que sur la réforme du budgétaire, là, je reviens au budget de l'Union européenne, Macron, comme ça, va sur un coin de table décider de dépenser des milliards, des dizaines de milliards d'euros
Alors qu'au même moment, et ça ne concerne pas que l'agriculture, la France, elle est subclaquante dans tous les domaines. Les hôpitaux, les commissariats de police, les gendarmeries, la défense, l'éducation nationale, les routes. C'est pas vrai, sur les commissariats de police, quand on regarde une série, c'est si clair. Les routes, l'état des routes, Ah oui, l'état oui. des ponts et des tunnels. Ah non, Il y a 7% qui menacent ruine. Le mec est passé chez nous, il avait trop de poids. Il n'y a plus d'argent pour nettoyer. Non mais c'est vrai ou c'est Mais pas non, vrai? je déconne, bien sûr. On ne peut pas continuer, donc On je a suis été d'accord avec vous. agrandi, Là, oui. Et heureusement qu'on a été C'est le agrandi à un moment déclin, parce qu'on c'est vit le encore déclin. sur la quille. Mais ça, Oui, on mais vit. il y a un moment à partir On vit duquel... au-dessus de nos moyens, on ne fait pas les bons, On ne fait pas les choix. on n'a pas de vision globale Écoutez, à vous moyen vous rendez terme. compte, on sait quand même ponctionner C'est toute au la moins gestion. 10, peut-être si ça trouve 15 ou La 16 gestion, c'est la milliards c'est la d'euros. gestion à la petite semaine. La gestion à la petite C'est comme si je vous piquais sans que vous vous en rendiez compte, je sais pas, dans 300 ou 500 euros par mois. Et que vous en rendiez pas compte, mais au bout du compte, vous dépensez moins. On est dans un système de taux de croissance mais très après- faible. Oui. On Après, est parce qu'on n'a constamment pas les dans un... moyens de consommer. On ne donne pas d'argent, il n'y a pas de consommateurs. Donc comme il n'y a pas de consommateurs, les gens n'embauchent pas. Vous pourrez prendre tous les allègements de charges possibles. Un patron ne va pas embaucher du personnel s'il n'a pas de clients. En plus, on a une monnaie qui est beaucoup trop surévaluée. On a la même monnaie que l'Allemagne. Même nous, on a un vivier d'emploi sur nos exploitations. On serait tous prêts à embaucher quelqu'un à plein temps ou à mi-temps. On a du travail par-dessus la tête, mais on ne peut pas les payer. On a un vivier d'emploi. Après, le gros sujet qu'on a aussi, mais là c'est pas qu'en Bretagne, hein, c'est partout, on voit bien, c'est le renouvellement des générations. Voilà. Et quand on a de cesse d'avoir des revenus, parce que ça c'est le gros problème, des revenus qui ne sont pas à la hauteur, des gens après qui vont décrier le métier d'agriculteur, bah, automatiquement les jeunes disent on va partout mais pas là quoi. Et nous on fait comment après dans le renouvellement des générations. Donc c'est pour ça qu'on a un gros travail là pour l'attractivité des métiers. Et puis l'accès au foncier aussi. L'accès au foncier, tout à fait. C'est pour ça que là, on attend aussi une loi foncière pour améliorer ça. Donc ça, c'est des gros enjeux qui sont devant nous. Voilà. Par contre, moi, j'encourage les jeunes à venir vers l'agriculture parce que demain, on aura toujours besoin d'avoir quelque chose dans notre assiette, même si il y a les mouvements végans, les mouvements... Ok, il n'y a pas de problème. Mais tout le monde ne sera pas végan. Enfin, voilà, quoi. Et c'est pour ça que moi, j'encourage les jeunes à venir vers notre agriculture. Oui, mais comme vous le dites, encore faut-il que ça rémunère. L'affaire des retraites, c'est ahurissant. Les déclarations de Macron qui n'en a pas les moyens. Bon. La retraite moyenne, c'est 740 €, c'est ça? Et 500 pour les femmes. Ça. Ouais, ma mère, elle a 560 €, je crois que c'est, et mon père est à 780, je crois. C'est pas digne. C'est pas digne. Ouais.